Pensez au grand fond marin. C'est un peu la dernière véritable frontière sur notre planète. Un monde d'obscurité totale, de créatures qu'on croirait sorties d'un film, et surtout d'une pression absolument monstrueuse. Une pression capable de broyer un sous-marin comme une simple canette. Pour un être humain sans protection, c'est un environnement fatal, et ce, instantanément. Alors, la question est évidente. Comment fait-on pour explorer un tel endroit? Comment un humain peut-il espérer y travailler, là où la pression est des centaines de fois supérieure à celle qu'on connaît ici, à la surface? C'est vraiment ça, le défi ultime de la plongée en eau profonde. Pour un plongeur classique, celui qui respire de l'air comprimé, la descente dans ces profondeurs se paie très cher. C'est souvent un prix très très douloureux. L'ennemi numéro 1, c'est le fameux mal de décompression connu sous le nom de The Bends. Pour faire simple, en profondeur, la pression force les gaz, comme l'azote, à se dissoudre dans le sang et les tissus. C'est un peu comme le gaz dans une bouteille de soda fermée. Si on remonte trop vite, la pression chute d'un coup et ces gaz forment des bulles, partout, dans les articulations, dans le sang. Les conséquences sont terribles, ça va de douleurs atroces à la paralysie et ça peut même être mortel. Face à ce problème, il y a en gros deux écoles, deux philosophies totalement opposées. D'un côté, la plongée à pression ambiante. Le corps subit la pression et il faut gérer les conséquences avec des paliers de décompression qui peuvent durer des heures. De l'autre côté, il y a une idée complètement différente, presque radicale. Et si, au lieu de s'adapter à la pression, on emmenait tout simplement la pression de la surface avec nous? C'est là qu'entre en scène une invention qui semble tout droit sortie d'un roman de Jules Verne. Une véritable armure pour les grands fonds, le scaphandre de plongée atmosphérique. On l'appelle souvent ADS, pour Atmospheric Diving Suit. Il ne faut pas voir ça comme une simple combinaison de plongée. Non, c'est bien plus que ça. C'est littéralement un sous-marin individuel, articulé, que l'on peut porter. À l'intérieur, le pilote reste tranquillement à la pression atmosphérique normale, comme s'il était dans son salon, complètement isolé du monde extérieur qui essaye de l'écraser. Et là, les avantages sont juste énormes. Fini la décompression, donc plus de risque de Benz. Pas besoin non plus de mélange de gaz compliqué et hors de prix. On peut plonger plus profond et surtout rester travailler pendant des heures et remonter directement. C'est une vraie révolution. Mais attention, cette idée de s'enfermer dans une coque rigide pour aller sous l'eau, elle ne date pas d'hier. En fait, ça fait des siècles qu'on y pense. Allez, on remonte un peu le temps. Regardez-moi cette merveille. On est en 1715, c'est une création du chevalier de Beauvais. On dirait un costume de film, avec son casque en cuivre et sa combinaison en cuir. L'air était pompé depuis la surface avec des soufflets. C'était très rudimentaire, bien sûr, mais ça a fonctionné. On s'en est servi pour récupérer des objets dans le port de Brest. L'idée, l'ambition, elle était déjà là. Et au fil du temps, les inventeurs ont rivalisé d'ingéniosité. On a eu le moteur de plongée de Lethbridge, qui était en fait un gros tonneau, ou encore le scaphandre des frères Carmagnole en 1882, qui ressemblait à une armure médiévale avec ses 22 articulations. Mais tous, absolument tous, butaient sur le même problème. Et voilà le cœur du problème, c'est le vrai casse-tête. Comment est-ce qu'on peut fabriquer une articulation, un coude, un genou, qui puisse bouger librement sans que la pression vienne la bloquer complètement et surtout sans laisser entrer la moindre goutte d'eau? C'est ce défi qui a rendu tous ces premiers modèles plus ou moins inutilisables en conditions réelles. Et la solution, elle va venir dans les années 30, d'un ingénieur britannique absolument brillant, Joseph Peress. Ce qu'il va inventer va tout simplement tout changer. Le problème, c'était que la pression extérieure venait serrer les pièces mécaniques de l'articulation, les empêchant de bouger. L'idée de génie de Peress, c'est d'utiliser un liquide qui ne se comprime pas, de l'huile, à l'intérieur même de l'articulation. Du coup, la pression de l'eau appuie sur l'huile qui transmet la force de manière égale partout et ça permet à l'articulation de bouger sans effort. C'est une solution d'une simplicité et d'une élégance incroyables. Évidemment, il fallait prouver que ça marchait. Et la preuve a été spectaculaire. En 1935, le plongeur Jim Jarrett descend avec le scaphandre de Perez, le Tritonia, dans les eaux sombres du Loch Ness. Il atteint plus de 120 mètres de profondeur, ce qui est fou pour l'époque, et les articulations fonctionnent parfaitement. Le concept était validé, la voie était ouverte. L'invention de Perez va rester un peu en sommeil, jusqu'à ce que l'industrie pétrolière offshore, après la guerre, ait un besoin urgent de travailler de plus en plus profond. Son invention va alors servir de fondation au premier scaphandre atmosphérique vraiment moderne. Et cette nouvelle génération, elle a un nom iconique, le scaphandre Jim. Développé dans les années 70, il est devenu le symbole de cette technologie. Et son nom, Jim, c'est bien sûr un hommage au courageux plongeur qui a testé le premier prototype, Jim Jarr. Alors le Jim, c'est une sacrée machine. Imaginez, plus de 400 kg d'alliage de magnésium capable d'aller à 460 mètres de fond. Et surtout avec 72 heures de support de vie, c'est-à-dire que le pilote pouvait rester 3 jours complets sous l'eau. Un vrai monstre de technologie pour l'époque.
Et le Jim n'était pas juste un prototype. En 1976, il a établi un record incroyable, une plongée de travail de près de 6 heures à 276 mètres de profondeur dans les eaux glaciales de l'Arctique canadien. Ça y est, le scaphandre atmosphérique était devenu un outil de travail fiable et indispensable. Bien sûr, le succès du Jim n'était qu'un début. Il a ouvert la voie à toute une série d'innovations. Les matériaux se sont améliorés, les articulations sont devenues encore plus fluides, et on a vu arriver des modèles plus légers, plus mobiles, comme le Newsweet, puis son successeur militaire, l'ADS 2000. Et les progrès sont juste spectaculaires. Le 1er août 2006, un plongeur de l'US Navy, Daniel Jackson, a pulvérisé tous les records. Il est descendu à 610 mètres avec un ADS 2000. On parle de plus d'un demi-kilomètre sous la surface. C'est une profondeur vertigineuse. Et tout ça en restant à la pression normale. Mais aujourd'hui, notre chevalier des profondeurs fait face à un nouveau concurrent, le robot sous-marin téléguidé, qu'on appelle ROV. Et la question se pose, à l'ère des robots, a-t-on encore vraiment besoin d'envoyer un humain tout au fond ? Alors, c'est vrai, le robot a des avantages. Il peut aller bien plus profond et il n'y a aucun risque humain. C'est un argument de poids. Mais l'ADS a encore des cartes à jouer. Rien ne remplace la dextérité d'une main humaine pour des tâches complexes. Et surtout, rien ne remplace la perception 3D directe, le fait d'être sur place, par rapport à une simple image vidéo en 2D sur un écran. Ce qui nous amène à une question fondamentale pour le futur de l'exploration. Alors que les robots deviennent de plus en plus performants, est-ce qu'il y aura toujours une place pour l'intuition, pour la capacité d'adaptation et pour la simple présence d'un être humain là, dans son armure, au cœur des abysses ? C'est toute la question.